place. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Bonjour aux adhérents, bonjour aux élus, bonjour à tous les acteurs de l'Association des Paralysés de France. Je vais d'abord, représentante départementale du Puy-de-Dôme et le conseil APF de département du Puy-de-Dôme et de Clermont-Ferrand, vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Avant d'ouvrir cet AG, je voudrais remercier chaleureusement l'ensemble de l'équipe de la délégation du 63, Sandrine, Odette, Liliane, Marcel et Valérie, et tous les bénévoles qui nous ont aidés à l'organisation matérielle de cette journée. Je remercie maintenant Madame Monique Bonnet, adjointe au maire de Clermont-Ferrand, de nous faire l'honneur d'être parmi nous pour notre Assemblée Générale 2016 de l'Association des Paralysés de France. Merci. Bonjour à tous. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, au nom d'Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand et président de l'agglomération, qui va devenir demain une communauté urbaine, qui va s'habituer à ce mouvement, j'ai le plaisir de vous accueillir et d'accueillir votre Assemblée Générale Nationale. C'est en effet pour nous un événement important puisque vous êtes 400 à participer à cette manifestation annuelle de travail des chambres. Merci d'avoir choisi Clermont. C'est pour nous important. Je sais que vous êtes bien obligés, pour faire plaisir à tous les départements, de faire le tour de France. Mais vous serez toujours bienvenus à Clermont, revenez quand vous voulez. Alors Clermont n'est plus une capitale régionale puisque la loi a changé. Et pour autant, elle reste la capitale de l'Auvergne. Et j'ai discuté avec certains d'entre vous qui ont eu un peu de mal à arriver jusqu'à nous. C'est vrai que les difficiles d'arriver par le train et par avion à n'importe quelle heure du jour. Mais nous nous battons pour rester au rang d'une ville accessible à tous et par tous les moyens. Alors, quelques mots quand même sur notre ville, même si je dois dire qu'ici on est bien sur la commune de Cournon-Douai, qui fait partie de l'agglomération clermontoise, qui est la deuxième ville du département, donc elle rivalise avec Clermont. C'est la seule ville du territoire national qui compte parmi ses entreprises nombreuses une multinationale que je vais citer parce que tout le monde la connaît, c'est l'entreprise Michelin, qui a d'abord été une entreprise très locale et qui aujourd'hui est cotée au CAC 40 et qui manifeste toujours aujourd'hui la volonté de garder son siège social dans notre ville. Et Clermont est aussi une ville universitaire qui compte pas loin de 40 000 étudiants. Et c'est donc une ville qui veut croire à son avenir. Alors la cause de votre association, noble, cause, et quand je dis la cause, je devrais dire le combat, parce que je sais qu'on est loin d'en avoir fini avec votre noble cause. Vous la menez depuis de nombreuses années, et cette cause commence à porter ses fruits. Mais vous le savez mieux que moi, vous avez encore beaucoup de travail et aussi. Votre cause portée par vos 25 000 adhérents est aussi celle de la municipalité de Clermont. En effet, comme sur toutes les questions relatives à l'égalité, notre municipalité est pleinement engagée sur la problématique du handicap. À la mairie de Clermont-Ferrand, nous avons la volonté d'être exemplaires en matière d'emploi et d'intégration des personnes en situation de handicap.
C'est un travail de longue haleine, de très longue haleine, entrepris depuis de nombreuses années maintenant, et qui nécessite d'abord une volonté, je l'ai dit, mais aussi des moyens financiers bien sûr, mais pas seulement. Il est utile que l'action des associations comme la vôtre ait permis de réglementer et d'acter par la loi des obligations qui s'imposent aux aménageurs d'espace, que nous sommes, mais aussi aux employeurs, que nous sommes aussi, aux usagers de l'espace public, valides ou non, et nous mettons en cohérence nos paroles et nos actes. Notre taux d'emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est supérieur au seuil légal. Il est aujourd'hui de 7,89%. Par ailleurs, l'action de l'ESAT et de l'atelier protégé géré par notre centre communal d'action sociale, le CCAS, constitue un pilier de notre politique municipale dans le domaine du handicap. Ces structures sont essentielles pour préserver l'emploi des personnes en situation de handicap en cherchant et en développant de nouveaux marchés. Dans un contexte de mondialisation, de délocalisation et de crise économique, les ESAT, les ateliers protégés permettent de garantir et de maintenir l'emploi des personnes en situation de handicap, des usagers et des travailleurs. Et pour Clermont, ce sont 92 usagers ou travailleurs qui sont bénéficiaires de nos deux structures. L'objectif est de favoriser l'épanouissement des personnes en situation de handicap grâce à un encadrement adapté, développer leur autonomie, respecter l'échelon individuel de vie de chacun. Notre action repose sur trois principes. Développer l'expression des capacités techniques et personnelles, favoriser le développement des relations sociales, restaurer l'estime de soi indispensable à l'appropriation du projet, et trois grandes valeurs, le respect, la reconnaissance de l'individu et la sécurité. Un autre sujet majeur, j'ai eu l'occasion d'en parler avant que je débute avec certains d'entre vous, c'est la question de l'accessibilité. Sujet majeur, vous aviez, je crois d'ailleurs, choisi collectivement de faire un thème principal, je crois. La ville de Clermont s'engage pour l'accessibilité des bâtiments municipaux, bien sûr, pour les personnes en situation de handicap, les écoles, les villages, les établissements publics. La commission d'accessibilité communale, dans laquelle votre association est active avec d'autres, donne l'occasion de présenter le bilan des actions chaque année menées par la ville pour rendre accessibles ces bâtiments, bien sûr, mais aussi l'espace public. Les associations d'usagers, dont la vôtre participe et contribue à la prise de décision, toujours avec le souci d'atteindre les objectifs fixés par le législateur et que nous nous fixons en tenant compte de nos contraintes budgétaires. Au fond, ce qui anime l'action municipale sur la question du handicap, c'est de donner une réalité à la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cela correspond à nos convictions les plus profondes. Aucun Clermontois ne doit être pénalisé dans sa vie quotidienne en raison de son sexe, de son origine sociale ou géographique, de son milieu d'habitation ou de sa condition physique ou morale. Pour toutes ces raisons, la ville de Clermont est fière d'accueillir votre Assemblée générale nationale. J'espère que le programme de vos travaux vous laissera un peu de temps et que le temps, la météo sera aussi favorable pour découvrir notre capitale régionale intramuros et puis un peu son environnement aussi, notamment notre boussole, le Dôme, qui est accessible avec un petit train, tout à fait. Donc je vous souhaite de bons et fructueux travaux et encore une fois, merci d'avoir choisi Clermont-Ferrand. Merci à vous d'être venu aujourd'hui, effectivement, présenter un petit peu la mairie de Clermont et tout le travail qu'elle fait, effectivement, pour la mise en accessibilité. Maintenant, je vais donner la parole un petit peu par ma parole à moi, à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
puisque maintenant nous sommes une grande région réunie. Jackie Piopi, représentant du Conseil APF de région Auvergne-Rhône-Alpes, et Michel Lacombe, le suppléant d'Auvergne, m'ont chargé de vous transmettre ce message. D'abord, parlons des changements dans notre pays. La réforme territoriale et d'État a entraîné la fusion de deux régions, Auvergne et Rhône-Alpes. Cette grande région se compose de 12 départements et de 2 grandes métropoles. Elle s'étend sur plus de 69 000 km² et compte environ 700 000 habitants. C'est la deuxième région de France en superficie, mais c'est peut-être la première en gastronomie. En partant du nord au sud, nous avons le Pickenshine de l'Allier, Vichy et ses eaux, les noix de Grenoble, le nougat de Montélimar, ou encore la tome de Savoie, et Évian et son eau, la fourme d'Ambert, les lentilles du Puy, la crème de marron d'Ardèche, et j'en passe. Notre région est très riche effectivement en gastronomie, mais notre région est aussi riche en sites magnifiques. D'ailleurs, notre chaîne des Puys est candidate pour être reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'APF, dans cette belle région, a aussi ses propres richesses. Elle a ses 12 délégations avec ses 2842 adhérents et presque autant de bénévoles qui nous aident tout au long de l'année. Ses 51 établissements et services avec ses 1400 salariés qui aident et accompagnent chaque jour les personnes en situation de handicap. Et elle a aussi 2 entreprises adaptées. Et sans oublier évidemment tous les projets innovants de l'Association des paralysés de France qui diversifient ses compétences dans les domaines APF Conseil, parcs de matériel médicaux, les boutiques solidaires, mais aussi l'installation de nouveaux outils de communication performants tels que la visioconférence. Certains sont exposés dans le grand hall. Pour que ces innovations puissent vivre, le nouveau Conseil APF de région Auvergne-Rhône-Alpes veut impulser une politique inclusive qui prendra en compte les besoins des personnes en situation de handicap pour qu'elles soient considérées comme des citoyens à part entière, avec les mêmes droits et les mêmes chances que le reste de la population. L'APF revendique la mise en place d'une politique transversale et inclusive dans tous les domaines qui composent la société. La région, accessible, c'est des espaces, des services, des produits conçus pour tous, pour garantir à chacun le libre choix de sa vie au sein de notre société, quelle que soit sa différence. Au-delà des personnes vivant des situations de handicap, cet enjeu concerne aussi l'ensemble de la population, personnes âgées, personnes avec des difficultés d'audition, de vision, de compréhension, accidentés temporaires, parents avec des poussettes, voyageurs avec des bagages. Cette ambition impose une réelle volonté de nos décideurs politiques de créer une région accessible à tous. Garantir une éducation, une scolarité, une formation de qualité à tous les enfants et tous les jeunes en situation de handicap afin de permettre un égal accès à la vie professionnelle. Mettre en place des dispositifs pérennes de soutien en mobilisant les moyens humains et techniques. Renforcer l'accès à l'emploi en Auvergne-Rhône-Alpes pour la mobilisation de tous les acteurs concernés, pour le respect du quota de travailleurs handicapés de 6% dans les entreprises d'au moins 20 salariés. Tel est notre objectif. Pour les personnes qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus travailler, créer un revenu d'existence digne, au moins égal au SMIC, pour permettre une participation effective à la vie sociale. Concernant la santé, permettre l'accès aux soins pour tous, sur toute la région, avec des hôpitaux, des lieux de soins accessibles aux personnes en situation de handicap et à toutes les personnes à mobilité réduite. Supprimer les franchises médicales et élargir la couverture médicale universelle. Pour pallier les surcoûts liés au handicap, besoin d'aide humaine, aide technique ou animale, la personne en situation de handicap
doit obtenir une réelle compensation individualisée, quel que soit son âge et l'origine de sa perte d'autonomie. Chers adhérents, prenons notre vie en main. Nous ne voulons pas davantage, mais vivre comme n'importe quel citoyen. Militons pour que la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées soient enfin respectées. Soyons vigilants, veillons à ce que les collectivités territoriales les plus éloignées des instances décisionnelles ne soient pas oubliées. Merci pour votre écoute et bonne assemblée à tous. Je vais maintenant passer la parole à Alain Rochon, notre président. Merci Nadine. Chers amis, bonjour. Nous voici donc réunis à Clermont-Ferrand, où, comme les puristes que je suis aussi, étant né à Clermont, l'ont dit, à Cournon d'Auvergne, virtuellement pour celles et ceux qui nous suivent depuis leur délégation et que je salue, pour ce temps fort qu'est notre Assemblée Générale principale, que j'ai le plaisir d'ouvrir. Une assemblée que nous avons préparée tous ensemble. Nadine et Jackie vous le diront dans un instant. Moi j'ai noté 900 répondants, plus de 200 pages de contributions. Je crois qu'on peut légitimement parler d'une œuvre commune. L'occasion pour moi de faire un bilan des 3 ans qui viennent de s'écouler. Le chemin parcouru, les étapes franchies ensemble et avec succès, et de dégager quelques perspectives. Permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement les acteurs APF de la nouvelle grande région, comme tu l'as dit. On commence par Auvergne-Rhône-Alpes, quand même, et qui nous accueille aujourd'hui, excusez-moi pour les Rhône-Alpins, ainsi que Madame Bonnet pour sa présence parmi nous et ce discours plein d'engagement, si je puis dire, notamment pour l'accessibilité. Il y a un petit peu qui reste à faire, mais on compte sur vous. Mais je veux aussi, au nom du conseil d'administration, vous adresser vraiment, sincèrement, à toutes et à tous, un très grand merci. En 2013, notre association présentait, hors établissement et services, un déficit très important, 4,5 millions. Cette année, ce sont les excédents qui sont au rendez-vous, puisque fin 2015, c'est plus d'1 million d'euros qui sont dans nos comptes. C'est une excellente nouvelle budgétaire, mais ce redressement de nos comptes est aussi le résultat de l'énergie déployée en commun autour de nombreux chantiers organisationnels et des efforts consentis par tous, j'insiste bien par tous, et notamment par les délégations, que je tiens à remercier tout particulièrement. Notre nouvelle organisation territoriale se met en place, alors que les conseils de départements et de régions, nouvellement élus, notamment pour les régions, commencent leur travail et va de pair avec les très nombreux chantiers internes en cours, leur groupe de travail, sur le renforcement de la démocratie interne et sa transparence, sur la réforme de nos textes fondamentaux, sur notre visibilité, notre image. Certes, il nous reste encore un peu de chemin pour consolider nos finances et parachever tous ces chantiers. Mais l'APF est aujourd'hui en mesure de prendre un nouveau départ, grâce à sa capacité retrouvée d'agir en toute indépendance. Depuis quelques mois, j'ose dire, ce renouveau se fait déjà sentir. Ainsi, sur le plan de nos revendications, nous avons réussi en novembre dernier, par exemple, à faire reculer le gouvernement sur une mesure proprement scandaleuse qui était prévue dans le projet de loi de finances pour 2016 et qui concernait le calcul de l'AAH. Un recul qui a été obtenu grâce à une forte mobilisation via notre pétition Stop à l'indécence, 48 000 signatures en quelques jours seulement, et grâce à l'intervention de l'APF auprès des parlementaires. Autre réussite, les avancées obtenues sur l'emploi, concernant notamment la prime d'activité et l'emploi accompagné, et l'éducation, puisqu'il y a quelques jours à peine, le président de la République a annoncé la professionnalisation progressive des AVS que nous réclamions depuis des années. Je veux aussi souligner ici notre mobilisation pour la compensation avec notre baromètre, lancé lors de la précédente Assemblée Générale,
et qui recueille actuellement plus de 1930 répondants, c'est-à-dire des gens qui ont fait l'effort de déposer leur dossier, et je les en remercie parce que ça n'était pas toujours facile. Et qui peut et qui doit toujours être complété. Plus on sera nombreux, plus ce sera significatif. Alors bien sûr, je ne voudrais pas vous donner l'impression de verser dans un triomphalisme basique, tant sont encore nombreuses nos difficultés quotidiennes. Mais je crois que l'on peut reconnaître ensemble que nos actions portent peu à peu leurs fruits. Pas assez encore, certes. Et que la persévérance, peu à peu, paye. Pas de triomphalisme, mais pas d'autoflagellation non plus, s'il vous plaît. D'ailleurs, un autre signe que nous avons repris du souffle, l'APF s'est repositionnée comme une interlocutrice des pouvoirs publics, incontournable, et des partenaires de la société civile. Aujourd'hui, nous avons la vice-présidence du CNCPH. Nous animons les commissions les plus importantes, la compensation ressources, l'accessibilité, l'emploi. Nous sommes un acteur écouté de la CNSA. Nous venons d'être cooptés comme membres associés, oui, personnes qualifiées, ça revient au même, du conseil d'administration de Paris 2024 en vue de la candidature de la France au JO. On est venu nous chercher pour notre expertise, notamment en matière d'accessibilité, mais pas que. Loin de nous priver de notre liberté de parole, cette place nous garantit d'être écoutés. Elle nous permet d'exercer notre influence et signifie bien que l'association est toujours reconnue pour ses positions et son expertise. Et ce rôle, nous nous devons de le jouer au-delà du seul cercle du handicap, comme le prévoit d'ailleurs le projet associatif que j'ai eu l'honneur de porter en 2011, Bouger les lignes pour une France inclusive. Regardez déjà le succès que rencontre notre collectif pour une France accessible, comme tu l'as dit, qui rejoint les personnes en poussette, les usagers des transports et bien sûr les personnes en situation de handicap. L'APF active de la société civile, oui, plus que jamais. Déjà en 2015, nous avons pris la parole lors des événements tragiques qui ont marqué l'année. Les attentats, bien sûr, mais aussi l'accueil des migrants. Des événements qui ont touché l'humanité profonde de chacune et chacun d'entre nous et qui ont résonné fortement avec les valeurs de notre association et son ambition d'une société inclusive et solidaire. Promouvoir une société ouverte à tous, c'est commencer par s'ouvrir aux autres. Et c'est bien cet objectif que poursuit la plateforme 2017 Agir Ensemble que nous avons lancée il y a quelques jours à peine. Une plateforme collaborative ouverte à vous, les acteurs de l'APF en tout premier, mais aussi plus largement à toutes les citoyennes et tous les citoyens, pour co-construire les propositions que nous porterons auprès des candidats aux prochaines élections l'année prochaine, présidentielles et législatives. Avec cet outil, nous avons fait un nouveau pari, celui du non catégoriel. Parce que nous en avons assez que les pouvoirs publics jouent les Français les uns contre les autres. Parce qu'avec des millions de compatriotes, nous avons de nombreux problèmes en commun. L'accessibilité, le pouvoir d'achat, la santé, l'emploi. Trouvons et proposons des solutions ensemble. Démultiplier nos voix démultipliera nos forces et nos chances d'être entendus. Bien sûr, sans gommer nos spécificités, mais en les additionnant avec celles d'autres catégories de la population. Pour conclure, je tiens vraiment à vous renouveler mes remerciements sincères et chaleureux pour votre implication au quotidien au service de la défense des droits et de l'accompagnement des personnes et de leurs familles. Et vous dire que c'est bien parce que j'ai confiance en l'avenir, confiance en nous, que je tiens dès aujourd'hui à vous annoncer notre volonté de bâtir tous ensemble un congrès en 2018. Car l'autre fil rouge de l'APF tient en ce mot « ensemble ». Grâce à vous, j'ose le dire sans faire un très mauvais jeu de mots, l'APF est plus debout que jamais. Je vous remercie et je passe la parole à Jackie Decobert et à Nadine pour vous reparler de la construction de cette Assemblée générale. Merci. Monchon, fin à 10h26. Chers amis, les adhérents de l'APF ont clairement exprimé la volonté d'être associés à la préparation de la journée. C'est pour cela qu'un comité de pilotage a été mis en place par le conseil d'administration en fin 2015. Il comportait 4 élus locaux, 3 administrateurs
et 4 membres de la direction générale. Nous sommes partis des propositions de l'UNED et du groupe communication interne pour établir notre plan d'action. C'est ainsi que le COPIL a souhaité que notre AG soit davantage que les années précédentes un lieu d'échange sur des sujets en lien avec les préoccupations locales et la vie quotidienne de nos adhérents. Plusieurs témoignages et présentations des différentes délégations illustreront nos débats. Le contenu de cet AG est le reflet de la demande et de la volonté du plus grand nombre, car elle a été construite de manière interactive avec tous les adhérents qui l'ont souhaité. En janvier, avec le questionnaire et les 903 réponses, vous avez choisi les thèmes de nos débats. En mars et avril, par vos nombreuses et riches contributions, vous avez indiqué le contenu et les orientations que vous vouliez donner à ces thèmes. Nous avons reçu au total 201 pages de contributions issues de 38 conseils APF de département, de 5 conseils APF de région et de la commission CNPF et de la CNPJ. Et puis, des propositions de motion ont été adressées au conseil d'administration. Pascal Rib nous en parlera dans quelques minutes. Cet après-midi, nous consacrerons un temps important aux échanges sur les thèmes que vous avez choisis et vous fixerez vous-même les priorités de nos plans d'action. Aujourd'hui, des sujets essentiels à notre mouvement seront débattus. L'avenir des commissions nationales, telles qu'elles l'ont défini, la création de l'Observatoire de la démocratie, la démarche de rénovation des statuts, la plateforme des présidentielles 2017. La volonté du comité de pilotage est que cette journée est un véritable prolongement et que les orientations prises aujourd'hui fassent l'objet d'un suivi et d'une information régulière au cours de l'année. Cette première expérience de COPIL AG fut l'occasion d'un travail avec une équipe soudée et motivée. Chacun des acteurs a pris conscience des enjeux de l'exercice en cette période d'évolution de notre association. Merci aux membres de la direction générale qui nous ont accompagnés et soutenus, Yann Bozon, Hubert Pénicaud, Patrice Lipoto et Jean-Luc Mortet. Un immense merci aux élus locaux qui se sont impliqués sans compter dans leur mission. Myriam Boumerdas, Nadine Delors, Franck Maille et Léliane Ballat. Je passe à nouveau la parole à Nadine Delors qui appartenait à ce COPIL et qui va vous apporter son témoignage sur le travail accompli. Merci Jackie. Merci. Je commencerai par remercier d'abord les 3 administrateurs présents à ce COPIL, Fabienne Levasseur, Yvonne Ollier et Jackie de Cobert, qui nous ont bien aidés pour ce travail. Notre travail en commun avec les administrateurs et les membres de la direction a permis des moments d'échange stimulants et fructueux. Nous nous sommes réunis tous les mois depuis décembre 2015, directement au siège ou avec des personnes en visioconférence. Notre vigilance tout au long de cette préparation du programme de l'AG 2016 a été de s'appuyer sur les réalités du terrain et de permettre l'expression de la base, c'est-à-dire des adhérents et des élus. Concernant le questionnaire envoyé aux adhérents, les élus du groupe ont apporté leur savoir de représentants de proximité. La réception des résultats a conforté nos ressentis et nos premières analyses sur les thèmes et les sujets prioritaires. Les administrateurs et les membres de la direction du groupe nous ont apporté leur expertise et leur expérience politique dans la formulation et la construction des questions pour les 4 thèmes retenus. Évolution des délégations, défense des droits des personnes en situation de handicap, visibilité de l'APF et l'accessibilité. Que nous allons mettre en débat d'ailleurs cet après-midi lors du 2e temps de cet AG. Maintenant, le temps fort de ces moments de travail a été le dépouillement des contributions qui a été effectué sur 2 jours, pour lequel nous avions demandé le renfort de quelques administrateurs et élus locaux. Ces travaux, organisés par thème en sous-groupe, mélangeant les 3 sensibilités membres du COPIL,
a demandé une forte attention dans un souci constant de coller au plus près des expressions reçues. De même, lors de notre réunion de synthèse des contributions, la fidélité aux contributions a été notre maître mot. Durant ce temps de partage des synthèses, nous avons fortement ressenti l'attachement de tous à notre association. Ce fut un moment intense et bouleversant de mise en commun des mêmes valeurs. Ce copil, dans son ensemble, se joint à moi pour remercier chaleureusement les adhérents et les élus qui ont répondu aux questionnaires et aux contributions. Sans vous, ce travail d'élaboration et de présentation des thèmes de cet après-midi n'aurait pas été possible. Je dirais que toute cette démarche d'échange organisée entre le siège et les acteurs de terrain préfigure la volonté de rapprochement effectif et plus étroit entre tous les acteurs qui composent notre mouvement. Le COPIL s'engage à vous tenir informés des suites qui seront définies à l'issue de cet AG et se réunira au mois de septembre pour mettre en perspective ses conclusions. Merci encore et bonne assemblée à vous. Je vais maintenant donner la parole à Pascal Ribes, administratrice, qui va effectivement parler du sujet de la gouvernance, la nouvelle gouvernance de notre association. Pascal Ribes, et à tous, 10h32. merci Nadine. Comme vient de l'indiquer Jackie à l'introduction, pendant la phase de préparation de l'Assemblée générale, plusieurs propositions de motion ont été adressées au conseil d'administration. Le conseil a examiné avec la plus grande attention l'ensemble de ces propositions. Elles ne seront pas débattues en tant que telles aujourd'hui, car leur contenu a naturellement été intégré à la synthèse des contributions et pris en compte dans l'élaboration de nos débats. Les auteurs de ces motions en ont bien entendu été informés avant la tenue de cette assemblée. Concernant le point relatif aux propositions de motion touchant à la réforme des textes fondamentaux, qui pourraient susciter, du fait de leur non-examen formel par cette assemblée, le conseil d'administration souhaite apporter les éléments d'information suivants. Tout d'abord, l'étude détaillée du calendrier et des modalités proposées montre une incompatibilité avec nos statuts, notre règlement intérieur et les règles que nous sommes tenus de respecter au titre de notre reconnaissance d'utilité publique. Ensuite, et surtout, la démarche de réforme de nos textes fondamentaux est déjà largement engagée, transparente et ouverte. Comme en ont été informés les conseils APF de département, depuis le mois de mars, les conseils APF de région, les comités techniques régionaux et les commissions nationales se prononcent et travaillent activement sur les grandes orientations à retenir. Les prochaines étapes, dont le calendrier est public sur le site collaboratif nouvellegouvernance.apf.asso.fr, ces prochaines étapes donc associeront comme prévu des cercles d'acteurs toujours plus larges jusqu'au terme de la démarche fixée en juin 2017 avec le vote par correspondance de l'ensemble des adhérents sur les nouveaux statuts. Dès lors, pourquoi remettre en cause ce processus démocratique en cours, alors même que les objectifs poursuivis, démocratie associative plus poussée, participation facilitée, sont identiques et atteints? Dans ce processus participatif vivant et sur la base des propositions adressées, le conseil d'administration entend bien volontiers le souhait d'être associé à la première phase de synthèse de ces travaux
qui se tiendra dès la rentrée de septembre. C'est pourquoi, sur proposition des CAPFD, chaque région retiendra un acteur représentatif pour participer aux travaux du groupe Nouvelle Gouvernance en charge de cette démarche, et jusqu'en mars 2017. Les CAPFD resteront par la suite, donc, au cœur du dispositif avec l'organisation en délégation de réunions d'adhérents avant le vote final sur les propositions. Nous aborderons cet après-midi cette démarche de révision des textes fondamentaux de manière plus détaillée et nous en débattrons. Je vous remercie. Merci Pascal. Maintenant, je vais donner la main à l'animateur de cette journée, Grégoire Ducrot, journaliste et animateur de radio, qui travaille aussi pour des actions de communication pour l'APF. Merci Nadine, bonjour. J'ai le plaisir de vous accompagner toute cette journée pour votre Assemblée Générale. Alors la première chose que je voudrais vous dire, c'est que je crois que tout le monde n'a pas récupéré ses boîtiers de vote. Donc si certains n'ont pas de boîtier de vote, qu'ils se signalent, on viendra vous les apporter et vous donner votre petit papier avec vos nombres de votes et on viendra vous les apporter. Ça c'est plutôt important puisqu'on va voter pas mal aujourd'hui. Cette Assemblée Générale, vous l'avez entendu, on vous l'a dit, il y a eu beaucoup de contributions, 900 adhérents ont répondu, 45 contributions au mois de mars, c'est votre Assemblée Générale, elle a été préparée avec l'APF de partout en France. Ce matin, nous allons nous pencher sur le bilan de l'année qui vient de s'écouler. Elle sera en 3 temps, cette Assemblée Générale. Ce matin, donc, le bilan de l'année qui vient de s'écouler. Nous enchaînerons ensuite en fin de matinée sur la conclusion des travaux des commissions nationales, sur leur bilan et sur leur fonctionnement à venir. Et puis cet après-midi, nous travaillerons sur la création d'un observatoire de la démocratie, l'APF, et nous nous pencherons sur les thèmes que vous avez choisis, le retour, les contributions, les propositions et les votes sur les priorités de nos plans d'action pour 2016 et 2017. La journée va être dense, il y aura des temps pour des débats, vous allez pouvoir poser des questions au CA qui va vous répondre, vous allez pouvoir poser des questions aux intervenants qui vont pouvoir vous répondre. Les thèmes abordés aujourd'hui, vous les avez déjà entendus mais je vais vous les répéter. Il y a l'évolution des délégations, il y a la défense des droits, l'accessibilité universelle, la démarche des révisions de révision des textes de l'APF dont vient de vous parler Pascal Ribes. Et puis il y a la visibilité de l'APF. Tous ces temps seront développés principalement cet après-midi. Je vais avoir un rôle d'accompagnant, mais aussi un rôle de gardien du temps, parce que la journée n'est pas extensive, il y a beaucoup de choses, et pour que ça fonctionne, d'ailleurs Alain, effectivement, je vais commencer par être pour moi-même, pour que ça fonctionne, il faut que chacun, vous avez eu les livrets de préparation de l'AG, il faut que chacun respecte une règle assez essentielle, c'est que le temps de parole de chacun est d'1 minute. Alors bien sûr, on tiendra compte des gens qui ont des difficultés d'élocution, mais essayez d'être concis, essayez d'aller droit au but quand vous voulez poser une question et vous exprimer. Ça permettra à tout le monde de pouvoir parler aujourd'hui. Vous êtes nombreux et si vous voulez tous pouvoir prendre la parole, c'est une règle qui va être assez essentielle tout au long de la journée. Je voudrais saluer, comme l'a fait Alain Rochon, les adhérents de l'APF qui nous suivent dans les différentes délégations. Il y a 28 délégations qui retransmettent cette Assemblée Générale en direct cette année. C'est une grosse évolution puisque nous en avions 19 l'année dernière. L'Assemblée qui est donc retransmise un petit peu partout en France. Je voudrais vous signaler également la présence de Clé 12. Clé 12 est un dessinateur qui va nous accompagner toute la journée et qui va bien illustrer un petit peu, voilà, tout le monde y a le droit, même moi, qui va illustrer les débats de la journée, et puis la présence d'un huissier de justice qui est là aussi pour surveiller, voir le bon déroulement de tous les votes. Nous allons commencer par une présentation du CA, du conseil d'administration. Vous les connaissez peut-être tous, peut-être ne les connaissez-vous pas. Le conseil d'administration qui est composé de 24 administrateurs, dont 20 en situation de handicap moteur, avec son trouble associé, 2 représentants des familles et 2 autres membres. Je crois qu'on a un diaporama qui peut vous le présenter. Oui, les missions du conseil d'administration, il est chargé de définir les grandes orientations politiques nationales de l'APF et de prendre des décisions qui concernent la gestion de l'association.
Alors le bureau est composé d'Alain Rochon, le président ici présent, Karen Darnaud qui est dans la salle, Pascal Ribes à la tribune, Jacques Zetoun que j'ai vu ici, Jean-Manuel Ergas, Morgan Liffante, Pascal Bureau, Jackie de Cobert. Les administrateurs, Joseph Barbosa, Christine Beauverger, Thibaut Brie, dont nous allons parler dans quelques instants, Sandrine Siron, Jean-Marie Coll, Isabelle Dacosta, Serge Dexet et Martine Gabillet, Fabienne Levasseur, Serge Mabali, Sylvie Mouchard, Yvonne Ollier, Alain Petot, Gérard Pic, Jean-Luc Ponce, Jacques Souris. Les présidents d'honneur Marie-Sophie Desseuil et Paul Boulinier. Alors, le savez-vous, en raison de la démission de Laetitia Petitjean, qui était au conseil d'administration l'an dernier, une place au CA était vacante, et conformément au statut, le conseil d'administration a coopté Thibaut Brie. Thibaut Brie que vous avez vu dans le diaporama et que vous revoyez à l'instant. En décembre 2014, aujourd'hui, l'AG est appelé à confirmer ce choix. Ça sera le premier vote de la journée, c'est pour ça qu'il est important que vous ayez vos boîtiers de vote. Nous allons d'abord écouter la présentation de Thibaut Brie. Il a été coopté par le CA, et puis vous vous prononcerez sur cette cooptation. J'ai 25 ans et cela fait une dizaine d'années que je suis à la terre. J'ai d'abord œuvré au niveau local au sein du groupe GAPF 67. En 2011, suite aux Journées nationales des jeunes de Habsbourg, j'ai été élu au sein de la Commission nationale politique de la jeunesse en tant que représentant régional. En décembre 2015, le CA a proposé de me coopter. C'est avec plaisir que j'ai accepté ce nouveau poste à l'APF. J'ai envie de m'investir dans ce nouveau rôle afin d'aider l'APF à conduire ses chantiers en cours. Les sujets tels que la scolarité, les études, le travail au milieu ordinaire me tiennent tout particulièrement à cœur. Aussi, je tiens tout particulièrement à garder un lien avec le monde local qui reste pour moi le fondement de mon engagement à la paix. Ainsi, je vous propose, Madame, Monsieur, de valider cette cooptation et vous en remercier associativement Thibaut Brie. Voilà, Thibaut Brie, que vous pouvez applaudir. Et nous allons procéder au premier vote de la journée. Alors avant de voter sur la cooptation de Thibaut Brie, on va faire connaissance avec nos petits boîtiers, ces petites calculatrices, c'est vrai que c'est tout petit. Est-ce qu'on peut avoir un peu de lumière dans la salle pour que chacun puisse voir les touches des boîtiers, s'il vous plaît? Le fonctionnement du boîtier, il est plutôt simple pour ce matin. Si vous voulez voter oui, vous tapez 1. Si vous voulez voter non, vous tapez 2. Si vous voulez vous abstenir, vous tapez 3. Si vous ne tapez rien du tout, ça vaudra comme une abstention. Il est important de savoir que si vous votez non, ou si vous votez abstention, ou si vous ne votez pas, c'est comptabilisé comme un non. Donc 1 pour oui, 2 pour non, 3 pour abstention. Si vous ne votez pas, c'est une abstention, donc c'est un non. Il n'est pas, c'est pas besoin d'appuyer sur une autre touche. C'est pas un non normalement, mais elle est comptabilisée dans le vote comme un non, abstention.
on va faire un premier test pour voir. On va faire un test sur quelque chose de totalement extérieur à l'APF. Ah oui, si vous avez des pouvoirs, ce qui est important, voilà. Ce qui est important, si vous avez des pouvoirs, vous ne votez qu'une seule fois. Vous ne votez qu'une seule fois pour... Est-ce qu'on peut avoir un peu de son sur le micro jaune, s'il vous plaît? Ça comptabilise tous les pouvoirs. Ça comptabilise tous les pouvoirs. Alors vous pouvez effectivement peut-être demander 2 boîtiers qui seront divisés en nombres, c'est-à-dire un boîtier avec un vote, un boîtier avec 3 votes si vous avez 4 votes. Signalez-vous et on va venir vous changer votre boîtier. Qui est-ce qui est dans ce cas, s'il vous plaît? Donc, Hubert, vous pouvez valider. Alors, juste une petite explication concernant ce que vient de dire Grégory par rapport au vote à l'abstention qui est considéré comme un vote négatif. C'est tout simplement dans les statuts d'utilité publique, le process de vote est celui-ci. Soit c'est oui, soit c'est non, et est comptabilisé comme n'étant pas un oui, donc pas pour la motion ou le rapport, etc., l'abstention ou bien la personne qui ne vote pas. Ça fait partie des statuts, mais pas simplement de l'APF, mais de toute association reconnue d'utilité publique. Donc c'est pas la première année, chaque année, l'année dernière, les années précédentes, l'abstention était considérée comme un vote qui n'était pas favorable. Merci Prosper. Alors, commençons avec quelque chose de plus de simple. L'équipe de France joue demain contre l'Irlande, pas très loin ici en Auvergne-Rhône-Alpes, à Lyon. Si vous pensez que la France... ah non, carrément l'euro, allez. Si vous pensez que la France va gagner l'euro 2016, eh bien oui, 1, non, 2. Si vous n'en avez absolument rien à faire, que vous ne savez pas, que finalement vous préférez le basket, vous tapez 3. Le vote est maintenant ouvert. Donc pour la victoire de l'équipe de France à l'Euro 2016, que vous le souhaitiez ou que vous le pensiez d'ailleurs, le vote est ouvert. Comme c'est une question assez facile, on va laisser quoi, 1-2 minutes. Est-ce que tout le monde arrive à manipuler son boîtier? Est-ce que tout le monde a pu voter? Est-ce que quelqu'un n'a pas pu voter? Si personne n'a pu voter, alors le vote est clos. Nous fermons le vote de cette question test. La France va-t-elle gagner l'Euro 2016? Et nous allons comptabiliser les résultats. Juste une question, je voudrais savoir combien il y a de votants. Est-ce que vous nous dites que les noms sont considérés, les non-votes ou abstentions sont considérés comme non? Ce n'est pas le cas des années précédentes, puisqu'il y avait des nombres de votants totalement différents à chaque question. Donc, est-ce que quelqu'un qui ne prend pas part au vote parce qu'il n'est pas dans la salle comme ça, sera considéré comme un non ou pas? Oui, parce que c'est pas... Quelqu'un qui n'est pas dans la salle... Ce n'est pas le cas les autres années. C'est pour ça que je dis cette année c'est comme ça. D'accord. D'accord. Alors, quelqu'un qui n'est pas dans la salle et qui ne manipulera pas son boîtier sera considéré comme un abstentionniste. Et l'abstention, c'est comme la touche 3. Et donc, c'est en fait, ce qui est assez simple, c'est que c'est soit oui, soit autre chose. Donc ça veut dire qu'à tous les votes, on aura exactement le total sera le même pour tous les votes. Non, le total des votes sera le même pour tous les votes. On pourra, une fois que seront sortis les détails de chaque vote, savoir combien de votants oui, combien de votants non, combien de votants de la touche 3 sur l'abstention et combien de non-votants à chaque scrutin. Ça veut dire que ce que je veux bien qu'il soit précisé, c'est que le total à chaque sera toujours vote sera le même tout le temps. Tout le temps. Ce n'a jamais été le cas jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, c'est une première. D'accord, ok, très bien. Est-ce qu'on peut avoir le résultat
de l'équipe de France à l'Euro. Et donc, vous êtes 207 à penser que la France gagnera l'Euro 2016, vous êtes 174 à penser que la France ne gagnera pas l'Euro, et 185 qui vous en moquez éperdument. Il y a donc 211 participants à ce vote sur 517. Donc tous les votes, on considérera qu'il y a 517 votants sur le mien. A priori, c'est effectivement le process. Vous avez vu le résultat, est-ce qu'on peut repasser la page du résultat? Les 517 votants correspondent aux 517 pouvoirs votants et abstention, les pouvoirs. Voilà, exactement. Et là, on a eu une... Voilà. Yann? Bonjour, j'ai un petit commentaire par rapport au boîtier de vote. C'est dommage parce que nous sommes une association qui représente des personnes en situation de handicap et pour le coup, les boîtiers ne sont pas du tout adaptés. Je pense à mes camarades qui sont malvoyants. Les touches sont quand même petites pour arriver à lire les chiffres. Et il n'y a pas le petit ergot sur le chiffre 5. Et pour des personnes qui ont des difficultés de préhension au niveau de la main, comme moi, le boîtier il est tout petit et c'est compliqué pour le tenir. Allez, passons au vote de la cooptation de Thibaut Bry. Vous avez compris le principe, 1 oui, 2 non, 3 abstentions. Le vote est ouvert pour la cooptation de Thibaut Bry au sein du conseil d'administration de l'APF. À vous donc de voter. Oui, alors, effectivement, c'est ce que venait de me dire Yann Bozon. Il y a 566 voix complètes. Là, a priori, c'était une estimation sur l'écran. Quoi qu'il en soit, il y a un rapport détaillé de chaque vote qui va sortir. Le rapport détaillé, il vous permettra de savoir exactement. Le problème, c'est que le rapport détaillé, il ne peut pas sortir en temps réel. Donc, on ne l'aura pas forcément sur l'écran. En revanche, vous l'aurez. Vous pourrez le récupérer. Alors, je ne sais pas, Yann, combien de temps il faut pour récupérer le rapport détaillé, mais... Yann, est-ce que tu peux... Le vote est toujours ouvert pour la cooptation de Thibaut Bry au sein du conseil d'administration de l'APF. Est-ce que tout le monde a pu voter sur la cooptation de Thibaut Bry? Est-ce que quelqu'un n'a pas pu voter? Pardon? Si, il est ouvert le vote. Il est ouvert, il est toujours ouvert. Si, mais il est toujours ouvert, vous pouvez voter. C'est pour ça que je vous demande. Est-ce que tout le monde a pu voter sur la cooptation de Thibaut Bry? Oui, le vote est clos. Et nous allons avoir donc le résultat de ce vote sur la cooptation de Thibaut Bry. Bon, je pense que c'est net. Le rôle et la présentation de tous ceux, de rendre hommage à tous ceux qui nous ont quittés durant l'année 2015. Hervé Baudry, qui était dessinateur de presse, notamment pour le magazine Fairface, et qui avait croqué nos difficultés et nos combats pour la hache, que je rappelais tout à l'heure. Francis Bouchard, trésorier dans le Nord et dont je tiens à saluer la mémoire. Il avait fait plus de 50 années
de bénévolat au sein de l'APF. Alain Coudre de l'Oise, de la Picardie, lorsque la Picardie n'était pas encore rattachée aux Hauts-de-France, et avec lequel j'avais eu personnellement le plaisir de travailler au sein du comité de développement de la démocratie locale. René Crespo, bien connu dans les Landes, Monsieur Accessibilité, avec qui j'avais eu de nombreux débats, toujours animés, toujours intéressants, toujours passionnants. Un homme de conviction. Hubert Front, figure emblématique de la délégation de l'Aube. Jean-Pierre Guidarelli, ancien directeur de l'IEM Andas de Remiremont, fondateur de la masse d'Épinal. Guy Larose, qui avait fondé la délégation de la Creuse en décembre 90. Elisabeth Moreau, en charge de l'accessibilité dans la délégation de l'Ardèche. Et enfin Serge Tourchet, ancien coordinateur du groupe national des parents en situation de handicap et membre du conseil départemental de la Moselle. Et puis même si on l'a fait l'année dernière, je tiens à rendre aussi hommage à Paul Boulinier, donc, qui nous a quittés l'année dernière et qui était un très grand et très long président de l'APF juste après un battement. Merci, je vous demande de les applaudir pour leur rendre hommage. Sous forme écrite. Le rapport moral. En 2015, alors que des événements dramatiques que je rappelais précédemment interpellaient nos valeurs et nos consciences, l'APF n'a eu de cesse de défendre le vivre ensemble, les libertés, les droits fondamentaux. Des combats nombreux, encore bien du chemin à parcourir, mais comme je l'ai déjà dit, des victoires au bout du compte. Dès janvier, nous dressons un bilan sans concession de la loi 2005 à l'occasion de ses 10 ans. Entre ce qui nous avait été promis et la réalité, quel écart? Les personnes en situation de handicap, mais aussi le grand public, interrogés par l'IFOP par nos soins, seront du même avis. D'où notre appel d'urgence à une société du vivre ensemble, d'où notre volonté de nous battre sur tous les fronts, tout au long de l'année, notamment à l'occasion des élections départementales puis régionales en mars et en novembre. En tout premier lieu, nous nous dressons contre l'ordonnance accessibilité de septembre 2014, reprise par un texte du 5 août 2015. Le texte de la honte. Souvenez-vous, le 11 février 2015, près de 5000 militants dans la rue, les administrateurs devant le ministère royal, je veux dire de Ségolène Royal, crient leur colère. N'enterrez pas l'accessibilité. Le 27 mai, une journée nationale, avec des opérations coup de poing, et un inédit dans l'histoire, je crois, de l'APF, un die-in, que nous avons essayé de conduire devant l'Élysée, et finalement on a dû s'arrêter devant le ministère de l'Intérieur. Le 6 juillet, dépôt houleux à l'Assemblée nationale. Je rappelle qu'il y a eu 2 blessés, débris de fauteuils. Dépôt à l'Assemblée nationale, 232 000 signatures de la pétition « Oui à l'accessibilité » en présence de Philippe Croison. Mais malgré toutes ces actions, le texte sera voté sans modification. Combatif, nous vous invitons dès la rentrée à émettre en CCDSA un avis négatif systématique sur les adaptes qui ne seraient pas étudiés, ainsi que sur ceux qui invoquent les 3 nouveaux motifs de dérogation que nous contestons. L'APF intente en parallèle des recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État, et nous publions un guide qui permet à chaque citoyen confronté à l'inaccessibilité de porter plainte facilement. En décembre, le collectif pour une France accessible dénonce la faillite du dispositif des ADAPT. À l'époque, 40% des ERP n'en ont pas déposé. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 20%. Autre ligne de front, la défense des MDPH et du droit à compensation. Le projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement incite malheureusement
dans sa lecture, je dirais, plus que dans son texte, les départements à créer des maisons d'autonomie, les fameuses MDA, qui menacent purement et simplement le fonctionnement actuel des MDPH et leur indépendance. L'APF refuse le renforcement des prérogatives décideurs-payeurs des départements, qui aboutirait à amplifier la réduction des droits et les inégalités déjà flagrantes sur le territoire. En mars, nous lançons la campagne « Touche pas à ma MDPH » avec une pétition en ligne. On aura un joli bilan avec 40 000 signatures et une journée de mobilisation le 14 octobre. Même si, in fine, les parlementaires se contenteront d'adopter une mesure qui garantit des évaluations et des plans d'aide distincts pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Mais 2015, c'est aussi le 10e anniversaire de cette clé de voûte qu'était la prestation de compensation dans la loi de 2005. Notre baromètre de la compensation qu'on a lancé en juillet compte déjà plus de 1930 répondants, ce que j'ai dit tout à l'heure. Un véritable outil d'influence, d'interpellation des pouvoirs publics nationaux et locaux. La PCH en emploi direct et leur valorisation de ses tarifs font aussi l'objet de toute notre attention. Nos positions seront reprises début 2016 dans un avis du CNCPH, sans malheureusement qu'à ce jour les restes à charge aient vraiment régressé. Pour l'habitat partagé, le conseil d'administration se prononce fin janvier pour son développement, mais sans remise en cause du principe de l'individualisation du droit à compensation. Enfin, nous obtiendrons un certain nombre d'avancées dans le cadre de la loi d'adaptation de la société au vieillissement, 4 millions pour abonder les fonds départementaux de compensation, un rapport au Parlement sur la suppression des barrières d'âge pour la PCH, ou une augmentation des dotations de fonctionnement des MDPH qui passent de 64 à 68 millions. Enfin, en perspective pour 2016, les ministres Touraine et Neuville lancent un chantier sur la compensation que nous réclamons depuis des années, périmètre et j'espère tarif. La santé sera aussi au cœur de nos préoccupations. Dès janvier 2015, nous faisons part de nos propositions. La loi comportera quelques avancées. Ainsi, l'article 21 bis qui instaure un dispositif permanent d'orientation selon les orientations, les préconisations du rapport Pifto, zéro sans solution. Et comme vous le savez, les deux orientations distinctes, l'une dite idéale et l'autre réalisable en fonction des moyens. Mais aussi la création de nouveaux droits pour les usagers, la mise en place du tiers payant pour les aides techniques financées par la PCH. Et nous ne baisserons pas la garde concernant les obstacles physiques et financiers à l'accès aux soins.